Heureux de vous retrouver, heureux de vous accueillir. Soyez bienvenus pour ce nouveau numéro de Kiosque. Nous allons commenter l'actualité de la semaine avec les éditorialistes internationaux en poste à Paris. C'est le principe de l'émission que vous connaissez. Au sommaire cette semaine, nous verrons que les économies de 9 pays d'Europe ont été dégradées par une agence de notation. La France elle-même a perdu son fameux triple A. Nous évoquerons la répression sanglante qui se poursuit en Syrie, mais rien n'arrête les manifestants. Nouvel assassinat d'un ingénieur nucléaire à Téhéran, c'est le 4e. Téhéran promet des représailles. Et puis, nous nous souviendrons qu'il y a tout juste 10 ans, les États-Unis ouvraient la prison de Guantanamo, symbole aujourd'hui des tortures et des maltraitances. Enfin, avec le temps qui nous restera, nous évoquerons la campagne présidentielle française à 100 jours tout juste de l'élection. Pour commenter ces thèmes, nous recevons aujourd'hui Vadim Glusker, qui est correspondant de NTV, la chaîne de télévision russe privée. Nous recevons également Yoav Tucker, journaliste à Paris pour Kotoret, le mensuel israélien. Hamdam Mostafavi travaille également à Paris pour Courrier International, elle est iranienne. Nous recevons Juan Pedro Quiñonero du quotidien conservateur ABC, le quotidien espagnol. Et enfin également sur ce plateau, Ziad Limam, qui est l'éditorialiste et le directeur du mensuel Afrique Magazine. Et puis nous irons dans quelques minutes en Grèce pour retrouver Alexia Kefalas depuis Athènes. Nous évoquerons bien sûr les suites de ces dégradations en série des monnaies européennes. Donc, premier titre, la véritable claque pour les économies de la zone euro. L'agence de notation Standard & Poor's a décidé de dégrader quelques 9 pays, plus ou moins sévèrement d'ailleurs, et même la France, deuxième économie derrière l'Allemagne, deuxième économie européenne, a perdu son fameux Graal qu'on appelle le triple A. Seuls l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et les Pays-Bas gardent la meilleure note. Mais au fait, qui a donné ce pouvoir aux agences de notation? Édito, Julien Brune. Donc c'est une véritable charrette de dégradés que l'agence Standard & Poor's a promenée cette semaine en place publique, en pleine crise de la zone euro, au risque, comme pendant la Révolution française, de l'aggraver. Ces opinions notées, qui ne sont que des opinions, mais qui tombent comme des couperets sur les politiques économiques des pays de la zone euro, sont autant d'évidences que tout le monde connaît. Mais la publication, voire la publicité de ces évidences risque d'avoir des effets immédiats et évidemment négatifs pour les emprunteurs ainsi exhibés et par effet de domino pour l'ensemble de la zone euro. C'est le cruel et classique dilemme entre une vérité qui est vraie, mais qui n'est pas forcément bonne à dire. On pourrait donc imaginer une plus grande discipline dans ces publications. Par exemple, comme pour les sondages à une semaine des élections, elles pourraient être interdites pendant les crises ou pendant les campagnes électorales des pays concernés. Mais d'abord, les informations et les opinions, dont celles de Standard & Poor's, propriété d'un grand éditeur américain, sont libres, même quand elles sont fausses. Et surtout, et c'est là que ça se complique, la publication de ces mêmes évidences a été rendue obligatoire par ceux-là même qui en sont aujourd'hui les victimes. Car les notes de ces deux agences américaines ne tombent pas du ciel. Elles ont été retenues par l'Union européenne elle-même pour servir à la régulation et à la surveillance des marchés financiers. Par exemple, quand l'Union européenne oblige ses banques à augmenter leurs fonds propres, ça veut dire qu'elle les oblige à acheter de la dette bien notée par ces mêmes agences. Classique, les guillotines sont toujours installées par ceux-là même qui finissent par s'y faire couper la tête. Enseignement bien classique de l'histoire. Merci Julien Brune. Alors, revue de presse autour de cette dégradation des notes, ça fait le tour du monde. Ici au Royaume-Uni, le Guardian nous dit « La France perd son triple A un vendredi 13, symbole donc de superstition ou de mauvais coup du sort, un vendredi 13 qui secoue l'Europe. En Autriche, qui également a été dégradée, eh bien l'Autriche perd son triple A. L'Avant-Gardia, nous allons en Espagne, coup dur pour la zone euro, puisque l'Espagne a été dégradée de 2 crans. Juan Pedro va nous le confirmer dans un instant. En Suède, ici, coup de grâce pour l'Europe tout entière, à l'exception, je vous l'ai dit, de 4 pays. En Belgique, elle aussi dégradée, Standard & Poor's, mais l'Europe à genoux. En Slovaquie, l'Europe dégradée. La Slovaquie elle-même a été dégradée d'un cran par la célèbre agence de notation. Au Globo, donc au Brésil, la France dégradée. L'Europe entre les mains de l'Allemagne. Alors, on va commencer par les mauvais élèves. L'Espagne dégradée de 2 points. Juan Pedro.
Vous semblez C'est-à-dire, concentré. c'est une très bonne position. On ne peut que remonter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On va voir qu'il y a d'autres pays. On peut dégrader encore. Oui. Non, franchement, je crois que même avec la crise, l'Espagne n'est pas la Grèce pour l'instant et que pour l'instant ne peut que remonter. Pourquoi ? S'il faut suivre tous la discipline germanique imposée par Madame Thatcher, sur ce point, l'Espagne est en train de faire les devoirs imposés par la Banque centrale européenne et Frau Thatcher. La dette, elle est moindre que la France. Les intérêts commencent à remonter légèrement et les taux de chômage chez les plus hauts chômages de l'Union européenne, c'est-à-dire 20%. Est-ce qu'on peut tomber encore un peu plus bas ? Je ne sais pas, je crois que non. Mon sentiment, c'est que malgré tout, que l'Espagne tombe ou pas, ce n'est pas essentiel pour l'Union européenne. Par contre, la perte de la AAA pour la France, c'est un coup dur. 1, pour le Fonds européen d'investissement. Bien sûr. 2, pour les banques françaises qui sont très engagées ici ou là, et plus grave encore, c'est-à-dire au début de décembre, l'Union, sous l'impulsion de Frau Merkel et M. Sarkozy, avait décidé de faire des grands projets de réforme des traités. Eh bien, tout ça est bloqué. Est bloqué, pas exactement pour la dégradation pour l'Espagne, mais plutôt par la perte de la AAA française. C'est-à-dire, nous sommes tous dans les catastrophés, c'est très mauvaise nouvelle. Alors, vous parliez de la Grèce. Nous allons faire un tour à Athènes, retrouver Alexia Kefelas. Alexia, bonsoir. La nuit est déjà tombée chez vous, je vois cela. Vous vous sentez moins seul ce soir ? On se sent bien moins seul. Alors, cher Philippe, bienvenue au club. Ça s'adresse aussi à l'Autriche. On le sent ici. Il y a tout de même une certaine partie de la presse, notamment, qui accueille maintenant la France et M. Sarkozy dans le club des dégradés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce club des dégradés ? C'est le club, on l'a vu toute l'année dernière, des pays comme la Grèce qui accumulent austérité, morosité, grève répétée. Donc, c'est un peu un quotidien. La pression continue des marchés, la pression continue aussi de l'Allemagne et du reste de l'Union européenne et aussi la pression sociale de la rue. Donc c'est vrai que c'est très très intéressant. Les touristes français pourront se voir refuser leur carte de crédit par les commerçants européens parce que la perspective de la France est négative. C'est pas tant la perte du AAA et c'est ça qui est inquiétant. Il y a beaucoup de touristes grecs par exemple qui ont été pendant les vacances de Noël faire leurs achats dans les pays européens et ont refusé leur carte parce que plus personne n'a confiance dans les banques grecques. C'est donc un peu le message de la Grèce. Maintenant, ce club s'agrandit, donc il faut bien sauver la Grèce. D'un autre côté, les Grecs et surtout le gouvernement, ils savent très très bien que la faillite leur pend au nez et que maintenant, avec le fonds d'investissement européen qui va bientôt être mis en péril, eh bien la Grèce ne pourra pas espérer avoir un second prêt et elle l'attend justement à la fin du mois de février prochain. Alexia, vous en êtes où en matière de notation ? La France, c'est AA+. Vous en êtes où et est-ce que vous risquez, est-ce qu'il y a toujours cette menace de faire défaut, c'est-à-dire de faire faillite ? Nous, on est à DDD. Donc, vraiment, on est dans la catégorie de ce que les agences de notation appellent junk. Alors, junk, c'est-à-dire on est pour la poubelle, on est prêt à la faillite, c'est-à-dire qu'on a des risques de défaut, de paiement aggravés. Mais non, écoutez, mais comment la population prend-elle ces plans d'austérité qui succèdent ? Elle le prend très très mal. Bon. Elle le prend très très mal, même le risque de la faillite, parce que effectivement, retourner à la drachme, ça veut dire sortir de la zone euro. Ce n'est pas un scénario que les Grecs veulent. Ils savent très très bien qu'ils vont être dégradés et que tout se passera très très mal. L'austérité ici est très très mal vécue. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut lire, notamment dans la presse dominicale aujourd'hui, des Grecs qui préviennent la France en disant bon, le AAA certes, mais vous allez devoir accumuler les cures d'austérité, les baisses sur les salaires, sur les retraites, les augmentations de taxes, et ce n'est pas terminé. Et c'est véritablement ça le message. Alors finalement, qui dicte la politique ? Est-ce que ce sont les agences de notation ? Est-ce que ce sont les marchés ? Et maintenant que des pays comme l'Autriche ou comme la France peuvent se mettre à la place de petits pays comme la Grèce, comme l'Espagne ou comme le Portugal qui ont été violemment dégradés, et bien peut-être qu'ils vont comprendre que il faut une véritable politique européenne et se mettre en route pour pouvoir justement ensemble lutter contre ces spéculations. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de fonds notamment qui gagnent énormément d'argent en misant sur la faillite des pays comme la Grèce. Merci beaucoup Alexia, on vous retrouvera et j'espère très sincèrement vous aussi
que nous le ferons pour évoquer d'autres sujets que cette dégradation de votre note souveraine. Rentrez vite puisque la nuit est tombée. Merci, à très bientôt sur ce plateau. Alors on va élargir le tour d'horizon. Les pays d'Afrique et du pourtour méditerranéen, où en sont-ils par rapport à cette évaluation, Ziad ? Ça nous concerne assez peu. Il y a des notations qui sont appliquées aux pays africains. J'ai regardé d'ailleurs par curiosité quel était le pays africain le mieux noté. C'est le Botswana. Bon, je ne sais pas si c'est très parlant. Il y a peu de pays africains qui ont recours à l'endettement extérieur privé. C'est beaucoup de bilatéral. Il y a certains pays comme la Tunisie, comme le Maroc, comme l'Égypte, qui sont notés, mais tout ça est très hypothétique et très symbolique. Par contre, ce qui se passe en France, moi, je suis un peu stupéfait par ce qui se raconte depuis 2 jours. D'abord, c'est une agence sur 3. Alors l'effet principale. Oui, mais c'est une agence sur 3. Les Américains, ils ont été dégradés il y a 4 mois. Ça n'a pas fait la révolution. Wall Street s'était pas effondré. Il n'y a pas eu la fin du capitalisme. Enfin, je veux dire, il faut quand même être un peu relatif. Donc là, il y a un effet médiatique, politique extrêmement grossissant sur cette affaire. La deuxième chose, c'est qu'après tout, ce que demandent Standard & Poor's et leurs petits copains Wall Streetiens, c'est quand même un schéma, c'est un dogme, celui qui est contesté aujourd'hui par les Italiens, par une certaine gauche européenne qui dit on ne peut pas juste verrouiller tous les budgets pour que les pays soient à genoux. Donc moi je pense que tout ça c'est bien gentil, mais si on prête plus à la 4e économie du monde et à la 2e économie européenne, je vois pas à qui ils vont prêter. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de blabla derrière qui en fait, ce qui me frappe par contre, c'est politiquement, c'est très important parce que Sarkozy, on se demande pourquoi a pris position là-dessus depuis des mois, alors qu'il aurait dû dire depuis des mois que le triple A était en danger, au lieu de dire je vais le défendre. Aujourd'hui, il est dans une situation un peu difficile. Et deuxième chose, ce qui est frappant, c'est la nullité du discours sur comment lutter contre la crise. Alors on est fasciné par Standard & Poor's, mais bon, Standard & Poor's c'est une boîte privée. C'est pas quand même les plus grands économistes du monde, puisqu'ils se sont trompés sur l'Amérique elle-même, ils se sont trompés sur leurs propres entreprises, ils se sont trompés sur la Grèce, ils nous ont fait croire pendant des années que la Grèce était un pays qui était un credit-worthy. Je veux dire, bon voilà, j'ai fait ma scène anti-américaine. Merci pour cette scène anticapitaliste, anti-américaine. Et ça remonte un peu le moral peut-être des spéculateurs. Du côté de... D'ailleurs, tout le monde emprunte normalement. Les Espagnols ont emprunté normalement vendredi. L'Italie a emprunté normalement encore plus que ce qu'ils avaient prévu. Derrière notre histoire rigolote, sentiment, il y a un petit détail qu'on est en train d'oublier, que c'est les États européens, en son ensemble. Tous ont décidé de suivre la thérapie germanique. Bon, c'est ma Frau Merkel qui a annoncé une décennie d'austérité. C'est-à-dire, s'il faut croire la chancelière allemande, on nous attend des années et des années d'austérité, que ça veut dire chômage, pouvoir d'achat amoindri et pauvreté à tout va. On élargit. Du côté de l'Iran, quelle est la situation de l'économie ? On ne connaît pas, j'imagine, beaucoup de ces agences de notation. C'est complètement différent. C'est sûr que l'Iran, c'est une économie qui est complètement perfusée par le pétrole, donc c'est très très différent. Et c'est plutôt les sanctions occidentales contre l'Iran et l'incapacité totale de faire des affaires, enfin semi-totale, parce qu'ils sont en train de trouver des moyens de détourner ça, mais quand même la difficulté à faire des affaires qui pèsent beaucoup sur l'Iran, sur la population. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là en ce moment des appels dans la presse et un peu partout pour justement une cure d'austérité à l'européenne. Parce que vu que les Européens ont menacé d'un embargo sur le pétrole et que c'est de plus en plus difficile de vendre le pétrole, ils disent maintenant peut-être qu'on commence à assainir nos finances publiques et que nous aussi on soit un peu comme les pays européens. L'économie israélienne dans ce concert, que redoute-t-elle ou ignore-t-elle ces agences ? C'est parce que vous passez du pire au meilleur là dans l'ordre de l'intervention, c'est ça. Je fais une transition. Il y a la Russie qui reste. Il y a la Russie qui reste justement pour couronner tout. Et il va plutôt bien l'économie israélienne. Bon. Mais ça a toujours été une économie atypique, une économie des niches. Mais vous regardez les indicateurs, la devise nationale va très bien, les niveaux d'investissement extérieur est excellent, le chômage il est présent, mais de façon moins pénible que par rapport à la quasi-totalité des pays européens. Il y a quand même eu des manifs des classes moyennes, des fameux indignés, qui estiment qu'il est difficile de vivre. Et les tensions sociales, effectivement, les tensions sociales, y compris effectivement les manifestations que nous avons vues récemment, et donc s'approfondissent on peut dire, mais de façon qui est plutôt, disons, harmonieuse, entre guillemets, avec ce qui se passe ailleurs. Mais si vous voulez, l'ensemble du comportement de l'économie est mature, ce qu'on ne peut pas dire pour beaucoup d'autres aspects de la politique, de la société et de la façon de faire à l'israélienne. Là, l'économie, elle est assise de façon adulte.
Alors, autre économie, vous le disiez, nous allons parler de la Russie. Ouais. La Russie avec son gaz et son pétrole. Ah mais oui, c'est ça. Et donc d'un coup, le PIB russe, c'est le 3e mondial après la Chine et le Brésil. D'un coup, le taux de chômage est moins élevé en Europe, aux États-Unis, etc. Donc, si on compare ça, donc les chiffres sont extraordinaires. Donc, dans ces agences, dans ces notations, nous sommes toujours, disons, double A sans plus, sans moins. Donc, quelque chose comme ça. Donc, mais ce sont des agences russes ? Non. Il y a toujours, je viens de voir ça, ces agences américaines, etc. Donc, chez nous, tout va très très bien, sauf quand le prix de pétrole ou du gaz va tomber. Et ça, on comprend très très bien qu'après la chute de l'euro, ou tout ce qui se passe, mais nous allons parler de ça, ce qui se passe en Iran par exemple, ça peut évidemment avoir une énorme influence sur l'économie russe. Ce qui est intéressant dans cette affaire de triple A français, vous n'avez pas cité, mais il y avait un titre extraordinaire de Süddeutsche Zeitung, donc un quotidien allemand, Bonjour Tristesse. Donc ça c'était pas mal. Et donc c'est vraiment ça, parce que finalement Standard & Poor's, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont carrément cassé ces taxes franco-allemandes, oui, bien sûr, en disant que c'est que l'Allemagne qui peut gouverner. Et d'un coup, Standard & Poor's qui déjà annonce que prochaine dégradation, ce sera dans les chiffres du fonds européen qui soutient les pays. Voilà, exactement. Donc si ça va continuer à exister comme ça, je ne sais pas du tout comment on peut, entre guillemets, sauver l'euro même, par exemple. Oui, ça, c'est sûr. D'autant que Standard & Poor's annonce une possible dégradation, une nouvelle dégradation en 2013. Alors à propos de la France est dégradée. Ça ne pouvait pas laisser dilemme indifférent. Regardez le A, qui est également une mauvaise nouvelle pour Nicolas Sarkozy à 100 jours de l'élection, comme vous le disiez, puisqu'il s'est engagé à défendre cette notation. Oui. Moi, juste une chose. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'on est plus préoccupé par Standard & Poor's que par les réformes qui devraient être faites dans les pays européens rassemblés, qui sont quand même la première puissance économique et commerciale du monde. Mmh. Donc on est comme si on était tétanisé par ce truc, c'est dingue, on va avoir les pires catastrophes. Mais non, mais si, moi je trouve que ce que ça pose comme question, c'est au contraire le débat européen sur la relance, sur la lutte contre la crise, etc. Après que des agences de notation, on voit très bien qu'en Espagne, au bout d'un moment, on s'en fout complètement d'être bébé moins. Ça bouge pas, non pas parce qu'il y a des idées différentes par rapport au diagnostic. C'est parce que la capacité politique des leaderships européens, tout drapeau confondu, est bien médiocre. Et ça, c'est écrit sur les murs, dit et répété, entre autres par nous commentateurs, depuis bien longtemps. Et pourtant, avec combien de sommets avait lieu ces derniers semestres. On n'avait jamais vu un semestre aussi... La France ne réforme pas la Constitution pour adopter la règle d'or depuis des années. C'est-à-dire, c'est une réforme toujours... Les classes politiques européennes sont défaillantes, n'arrivent pas à livrer. Madame, messieurs, je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur cette dégradation de la notation par cette agence américaine. C'est important puisque ça fait l'ouverture de kiosques. Donc, c'est une preuve s'il en est. Autre temps fort de l'actualité à la une. À la une, nous en parlerons tout à l'heure, il y a tout juste un an, concrétisation du printemps arabe, le couple Ben Ali prenait la fuite. D'autres pays ont été marqués par ce réveil, par ce printemps arabe. On peut parler bien sûr de la Libye ou de l'Égypte, et en Syrie, où les violences se poursuivent, la répression se fait de plus en plus forte, avec cette semaine la mort d'un de nos confrères, Gilles Jacquier, qui a été tué. Le journaliste français a été tué dans des conditions qui sont loin d'être claires. La France a demandé une enquête. Pendant ce temps, les manifestations se poursuivent. Vous voyez ici le retour de notre confrère. Des manifestations où on rend hommage à Gilles Jacquier dans ces manifestations. Alors donc, les manifestations, elles, se sont poursuivies. Une répression qui a fait près de 5000 morts depuis le début du soulèvement. Mais Assad s'accroche au pouvoir. Il faut dire que la mission d'observation de l'Union africaine, de la Ligue arabe, n'a pas donné grand-chose. Comment peut-on expliquer ce silence du monde arabe autour de la situation de ce tyran, à votre avis ? Ça, c'est une question extrêmement importante. C'est pour ça que je vous la pose. Non, je pense que d'abord, on en a souvent parlé sur ce plateau. Le monde arabe, c'est des mondes arabes et des pays différents qui ont des intérêts complexes et contradictoires, et qui sont aussi marqués par une expérience que j'allais dire anti-occidentale, c'est-à-dire le pire
qui pourrait arriver, ça serait une nouvelle intervention euro-américaine dans un pays arabe aujourd'hui, après la Libye, en Syrie. C'est quelque chose qui est quand même vécu de manière un peu difficile dans une perspective historique. Et la deuxième chose, c'est qu'intervenir en Syrie, c'est quand même extrêmement compliqué. Même si on voit des appels plus ou moins maintenant clairs sur une intervention militaire, on aimerait bien voir un plan. Troisième chose, c'est que le régime que l'on pensait au point de rompre, de casser, on s'aperçoit que confronté à sa propre destruction, parce que c'est clair que si la famille tombe, ça risque d'être assez sportif pour eux, physiquement, j'allais dire. Donc ils sont contre le mur et ils se battent. Donc c'est extrêmement difficile. La quatrième chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est à mon avis l'effondrement économique de la Syrie qui est en train d'avoir lieu. C'est-à-dire on voit très bien la pénurie, l'inflation, le fait que les denrées de première nécessité, le gaz, le pain, les choses de base, on voit très bien que ce qui résiste sur le plan politique est en train de s'effondrer de l'intérieur. C'est-à-dire la structure même d'un État normal, avec des relations économiques normales, etc. Tout ça est en train de se déglinguer. Alors, tant qu'ils ont des amis par là-bas, et par ici d'ailleurs, à Téhéran et à Moscou, ça peut tenir, mais... Alors, attendez, je vais faire une petite revue de presse, justement. Dans la presse des Pays-Bas, un journaliste français tué en Syrie, donc un hommage rendu à notre collègue Gilles Jacquier. Le Devoir au Québec, Assad, le complot approche de sa fin, puisque pour le régime syrien, bien évidemment, ces manifestations seraient pilotées, télécommandées de l'étranger. Jerusalem Post en Israël, Assad appelle à chasser les terroristes au mépris des efforts de la Ligue arabe. L'Orient le jour, le discours d'Assad entre déni et obstination. En Iran, Bachar el-Assad annonce un référendum constitutionnel. C'est en effet la dernière annonce, le dernier coup tenté par Assad. Alors, vous parliez des amis. L'Iran, évidemment, ne condamne pas, ne veut pas d'un changement de régime en Syrie, bien sûr. Non, l'Iran continue bien sûr à soutenir la Syrie. On a vu qu'il y a un convoi, un camion qui a été arrêté en Turquie avec des armes iraniennes. Bon, a priori, c'était pour la Syrie. Ali Larijani, le président du Parlement iranien, lui était en Turquie aussi cette semaine. Et parmi les sujets abordés, outre le nucléaire, il y avait justement la Syrie pour essayer de convaincre la Turquie de revenir, de finalement se remettre à reparler avec la Syrie, etc. Donc non, les Iraniens sont évidemment très très actifs pour essayer d'aider la Syrie. Et je pense que les attaques évidemment économiques contre l'Iran, ça a aussi pour but après de faire en sorte qu'ils ne puissent plus soutenir la Syrie. On comprend moins bien l'attitude de la diplomatie russe. Pourquoi ce soutien dans les grandes puissances ? Pourquoi moins bien ? Pourquoi moins bien ? Parce qu'il y avait un effort pour... Les Iraniens n'ont pas beaucoup d'amis, donc ceux qu'ils ont, ils essaient de les garder. Mais exactement, dans cette zone, écoutez, quand on commence à perdre nos amis, entre guillemets, en Libye, en Égypte, en Tunisie moins un petit peu, etc., la Syrie reste pour la Russie le dernier fort-poste, si on peut dire comme ça, de la présence même diplomatique et même militaire et surtout économique dans cette zone. Parce que... il devient de moins en moins fréquentable quand même. Sauf que, par exemple, avec la Libye, on a déjà perdu énormément de contrats. Évidemment, pour l'instant, il y a tant de contrats russes en Syrie, donc c'est pour ça que... Donc pas de changement de régime. C'est-à-dire pas de changement de régime. Ce qui est très curieux, en fait, que même avec la Libye, nous étions... la Russie était plus, futée, si vous voulez, parce que nous étions quand même, nous étions neutres au moment de vote à l'ONU, en fait. Cette fois-ci, ce qui concerne la Syrie, la Russie et la Chine étaient vraiment contre. Sauf qu'il y a une dépêche qui est tombée ce matin en disant que Washington, apparemment, il y avait des négociations entre Moscou et Washington les 2 derniers jours. Et entre guillemets, la Russie, apparemment, doit proposer un projet de nouvelle déclaration, de résolution, sur la Syrie qui doit être examinée à l'ONU. Et apparemment, il y a déjà un point où il y a des points d'un accord entre la Russie et les États-Unis. Ça veut dire, est-ce que la Russie change d'un coup d'avis ? Dieu sait, peut-être il y aura un petit peu plus de souplesse, disons comme ça, dans la position russe. Du côté de la diplomatie israélienne, ou peut-être de la rue israélienne, comment voit-on on espère la chute d'Assad, on attend un changement ? Il va de soi que ça fasse partie des inquiétudes premières dès l'opinion de la classe politique, de gens dans la rue, comme on dit, du fait d'abord de l'état de guerre. Il y a encore un état de guerre entre Israël et la Syrie, encore que la frontière n'a jamais été vraiment... la frontière israélo-syrienne n'a pas vu des incidents importants depuis bien longtemps.
Mais, si vous voulez, la situation d'ensemble, dans le contexte plus général de ce qui s'est passé dans le monde musulman, arabo-musulman depuis 13 mois, 14 mois, donc, me semble, avec ou sans la façon dont l'opinion israélienne l'exprime, une véritable tâche, une véritable honte pour la communauté internationale tout entière, à commencer peut-être par le monde arabe. D'abord, c'est vrai que la Ligue arabe a fait un texte, a exclu la Syrie, donc a pris des étapes comme ça spectaculaires. Mais sur le terrain, qui est dans le monde de nos jours, et non pas dans un coin tout à fait excentrique et perdu de l'Afrique, mais au centre du Proche-Orient, là où les regards du monde entier sont dedans. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'un régime donc tue systématiquement, et ni la communauté internationale, ni les frères et les sœurs du monde arabo-musulman arrivent soit à pousser vers un compromis vivable, soit à faire chasser ces régimes-là de ces fauteuils. Je crois que les historiens vont juger ça avec beaucoup de sévérité, malgré le cynisme et malgré la façon dont nous savons, dont le monde tourne, et qui n'est pas particulièrement émotionnel. Il ne faut pas être naïf non plus. Je veux dire, il y a des intérêts dans cette région qui sont extrêmement complexes. Donc une intervention militaire pourrait déborder au-delà de la Syrie, vers Israël, vers le Liban, vers l'Iran, etc. Donc on n'est pas en train de jouer juste avec des cartes morales, on est aussi en train de jouer avec des cartes stratégiques. La deuxième chose, c'est que le régime est cuit. Tout le monde le sait. Le problème, c'est qu'on a découvert que ce qu'il y avait après, c'est très compliqué. C'est pas des régimes sympatoches, pro-occidentaux, le jasmin à la main, c'est super, on va à la plage, on fait du tourisme, on va aller à l'attaquer, visiter les ruines. On sait que ce qu'il y a derrière, c'est très compliqué. C'est d'abord l'émergence d'islamisme, une des clés de la Russie, c'est que les Russes sont très très inquiets de la montée de l'islamisme sur tout leur porture sud. C'est des démocraties qui mettent du temps à se construire. C'est des mouvements salafistes. Il se passe plein de choses. Donc, ce que l'Occident voudrait, ça serait des transitions. Présentable, disons, comme ça, vis-à-vis des Occidentaux. Parce qu'on ne peut pas comparer le régime syrien avec le régime libyen, par exemple. Ce qui se passe avec Assad et Kadhafi, c'est deux choses différentes, deux personnes différentes. Regard sur de l'Espagne, les Européens sont plutôt unanimes sur ce dossier. Je crois qu'il y a un révélateur essentiel, une relation de la crise syrienne et la crise de l'euro, c'est l'impuissance absolue de l'Europe. Au-delà des bien ou non fondés des interventions militaires ou diplomatiques, on voit bien l'indifférence cynique des Américains et du président Obama devant la tragédie du peuple syrien et l'impuissance absolue des grands, entre guillemets, puissances européennes qui, à une autre époque, faisaient et défaisaient des régimes dans la région. C'est-à-dire, les Européens sont un continent des vieillards cynique et impuissant devant la réalité des Moyen-Orient. Vous avez le sens de la nuance aujourd'hui, mon cher Juan Pedro. Oui, mais c'est la vérité. L'Allemagne, c'est un grand pays des vieux. La France vient de dégrader. L'Espagne, elle est dégradée. Et Frau Merkel annonce une décennie de crise, de chômage et de pauvreté. Philippe, un petit mot sur la Tunisie quand même. Pardon ? Un petit mot quand même sur la Tunisie. J'y viens tout de suite, regardez. Je montre deux dessins. Fin de mission pour les observateurs arabes, qui se sont rendus en Syrie. Alors qu'avez-vous observé en Syrie ? Le silence, dit l'un de ces observateurs. Et puis Assad annonce une amnistie générale. Vous êtes libre, dit-il à ce manifestant. Il le dit un peu tard. Et ce dessin qui nous ramène en effet, Ziad, à une date importante, puisque on le voit ici, le 14 janvier 2011, toujours sous la plume de Dilem, les Ben Ali quittaient précipitamment la Tunisie. Il n'y a pas le feu, dit Mme Trabelsi. Justement, si, il y a le feu. Et en hommage ou en rappel du sacrifice de Mohamed Bouaziz, qui s'est donc immolé et qui a donné, d'une certaine façon, la première étape de ce printemps arabe. Un an après tout juste, quel bilan en faites-vous ? Moi, je trouve il y a deux choses qui me frappent. D'abord, c'est l'émergence d'une société politique dans ces pays, en Tunisie en particulier, c'est-à-dire des pays qui ont découvert d'un seul coup la liberté d'expression. Aujourd'hui, en Tunisie, il y a un débat politique réel, quotidien, tous les jours, la presse, la télé, Facebook, la rue, etc. Ça s'interpelle, ça s'entrechoque, et ça, c'est quand même... Ziad, les journalistes ont manifesté, estimant qu'ils n'avaient pas parce que le gouvernement qui par ailleurs peut être tout à fait discutable, c'est un gouvernement issu d'élections, on peut être d'accord ou pas, a fait une série de nominations qui étaient, à mon avis, totalement malheureuses, un peu rapides, etc. Mais on a vu que, du coup, la société civile réagit. Donc ça, c'est un. Et deux,
c'est l'urgence économique. On redécouvre que le problème fondamental de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, on passe les pétroliers qui ont d'autres avantages, c'est la désespérance économique, c'est les classes sociales qui se dégradent, c'est le chômage dans le sud tunisien, dans le centre tunisien. Et ça bouillonne encore parce que pendant qu'on fait la révolution, pendant qu'on fait ces processus politiques, on n'a pas apporté de réponse économique à la douleur du peuple. Et ça, c'est le vrai fond dans tous les pays du Maghreb, en Égypte, etc. C'est le fond de la question aujourd'hui. C'est à la fois la construction démocratique, mais il faut pouvoir la financer. On voulait mieux vivre, c'est ça. Les gens veulent mieux vivre, les gens veulent du travail. Les immolations continuent en Tunisie, les immolations continuent dans le monde arabe par des gens désespérés sur le plan social. Et cela, d'ailleurs, lie, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, et ça lie le premier sujet. Pour une fois que est d'accord avec moi. Cette annonce, on le mettra dans les archives de l'émission. On le mettra dans le best-of dans 20 ans. Et cela, si vous permettez, là, on sera tous d'accord, lie les premiers sujets dont nous avons débattu avec le deuxième. La pitoyable situation de l'Europe et du monde capitaliste, disons, occidental, avec les dettes, avec les crises de monnaie et tout ça, tombe extrêmement mal par rapport à ce qui se passe dans le monde arabo-musulman. Parce qu'il est dans une autre période, pas si éloignée que ça. L'aide aurait pu être... Voilà, l'aide, et puis la souplesse, les marges et tout ça. Ça, c'est véritablement un très mauvaise coïncidence de calendrier. Autre dossier, autre affaire de la semaine, nous allons en Iran, précisément à Téhéran, où un ingénieur atomiste du programme nucléaire, un jeune ingénieur de 32 ans, a été tué, a été éliminé dans l'attentat de sa voiture. On pourrait parler d'assassinat ou d'élimination selon la lecture qu'on en fera. Il faut savoir qu'il est le 4e ingénieur éliminé de cette façon, avec une bombe magnétique sur sa voiture. Immédiatement, Téhéran a affirmé vouloir punir les auteurs présumés de cet attentat en citant Israël, les États-Unis ou le Royaume-Uni. Une affaire importante à l'évidence, pour Téhéran. Oui, une affaire fondamentale pour Téhéran. Une petite précision, les Iraniens parlent de 5e attentat, puisqu'il y a aussi un étudiant en électronique qui s'était fait tuer l'année dernière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment dans la communication du régime, il y a eu un changement, puisque par rapport aux autres attentats qui s'étaient produits auparavant, là, on dit vraiment, les manchettes des journaux, c'était le programme nucléaire iranien est visé, pas cet homme en particulier, c'est vraiment tout le programme nucléaire iranien qui est visé. Alors, pourquoi ? Parce qu'évidemment, là, en Iran, on se trouve à 1 mois et demi des élections législatives. Évidemment, ça soulève des questions compliquées pour Ahmadinejad et son gouvernement, parce que les Iraniens peuvent se demander comment il est possible de laisser faire un attentat, encore une fois, en plein milieu de Téhéran. En même temps, les dirigeants iraniens qui ne sont jamais avares de profiter d'une opportunité en profitent aussi pour dire... Voilà, maintenant, ceux qui pensent à se rebeller contre le régime, ne le faites pas puisque vous servez nos ennemis en Occident. Donc, évidemment, ils trouvent un moyen de récupérer ça dans leur intérêt. Quelques-unes avant de poursuivre. The National, dans la presse des Émirats, un scientifique du nucléaire iranien tué dans un attentat. Un journal iranien, vous avez raison, 5e attentat terroriste contre le nucléaire. En Turquie, l'assassinat de scientifiques iraniens renforce les tensions sur le nucléaire. En Israël, éliminé en silence pour toute épitaphe. Dypress en Autriche, la guerre de l'ombre contre l'Iran. Alors, on voit parmi les cibles potentielles citées par Téhéran, il y a Israël. Vous ne me répondrez pas, mais chacun est tenté de voir la main ou l'action du Mossad, même si le président israélien, Peres, a dit ne pas avoir d'informations sur cela. Ah bon, vous avez vu ça? Bon. Ouais. Et le sujet, il est hyper grave, il ne donne pas ces types de réactions de ma part. Et oui, on voit ça partout. On parle effectivement de différents services, qu'ils soient israéliens, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient américains, qu'ils soient peut-être de parties tierces dont on ne parle pas si souvent. Mais oui, c'est une autre façon, si vous voulez, d'arriver à l'objectif. L'objectif, il est clair et il est dit. Et pas uniquement par Israël, par la communauté internationale dans ses 6/7e et depuis des années. C'est-à-dire que l'éventualité de maîtrise nucléaire, enfin des capacités nucléaires militaires iraniennes n'est pas acceptable. Parce qu'elle est de nature à bouleverser
et à fusiller la communauté internationale, la région et au-delà de la région, de façon que les acteurs majeurs de la planète aujourd'hui jugent inacceptable. Donc, est-ce qu'on va faire avec des frais relativement limités, c'est-à-dire des actes isolés, des sabotages de toute nature, les services spéciaux et tout ça, ou est-ce que la région, le monde... Mais par exemple, l'opinion publique israélienne accepte bien, si je vois le titre, éliminer en silence ce type d'assassinat. Le titre, il est encore plus fort, à la limite, et c'est difficile à mettre dans la traduction. Le titre veut dire à peu près « on élimine en silence ». C'est-à-dire, il y a quelque chose... Bon, donc l'opinion publique accepte. Il n'y a pas de débat moral sur le fait d'éliminer ou non ce scientifique. Ah non, l'opinion israélienne, au-delà des considérations cosmétiques, l'opinion israélienne est satisfaite de ce type de... Oui, je voulais ajouter, fait assez rare quand même, les autorités iraniennes ont écrit directement une lettre aux États-Unis, enfin en passant par l'ambassade suisse, puisque c'est les représentants des États-Unis, pour dénoncer justement l'implication de la CIA dans ces attentats. Et ensuite, voilà, vous dites le programme iranien, bien sûr, est inacceptable, etc. Mais bon, je pense que la stratégie, encore une fois, je l'ai dit, de faire de l'Iran l'ennemi numéro 1, pour l'instant, n'a pas servi à grand-chose. Et j'ai vu des voix, y compris en Amérique, qui s'élevaient contre ce principe de la guerre secrète, quelle façon de faire, quoi. En dehors de toute légalité, je veux dire, aux États-Unis, le cas d'Israël étant peut-être un cas particulier, puisqu'ils avaient déjà fait des assassinats ciblés dans les territoires, etc. Donc ça, c'est quelque chose, j'allais dire... que la légalité israélienne a absorbé de manière consciente ou inconsciente. Mais quand même, moi, je suis assez surpris qu'on arrive à plastiquer des gens en plein milieu de Téhéran comme ça. C'est quand même pas le pays le plus ouvert du monde, pour y aller, c'est pas facile. Donc il y a peut-être des ramifications plus complexes. Et la deuxième question que je pose au chorus des voix, c'est si l'Iran était une démocratie parlementaire normale, est-ce qu'on ferait le même procès sur le nucléaire iranien ? Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Si l'Iran était une démocratie, comme dit qu'il voulait rayer Israël de la carte. Si l'Iran était un pays démocratique et son président allait promettre la destruction de l'État d'Israël, on se prendre les foudres de Philippe sur le timing de l'émission. Je pense que la clé de tout ça, c'est que le monde euro-occidental ne veut pas d'un armement nucléaire en Iran, qu'il soit démocratique, pas démocratique. C'est impossible. Et ça, 4/5 de pays arabes non plus. Oui, bien sûr, l'Arabie Saoudite, tout ça. C'est pour ça que personne n'en veut, sauf effectivement les Iraniens eux-mêmes, à travers l'énergie nationaliste et quelques partenaires. Ne parlez pas tous en même temps. Je finis en disant, et puis on aimerait bien un jour que les donneurs de leçons, les premiers et ceux qui se sentent visés, fassent preuve de transparence sur leur propre armement nucléaire qui pose un problème dans la région. Enfin, c'est comme une histoire de fou. Et vous n'avez pas le droit d'avoir des bombes. Moi, j'ai le droit d'en avoir de quoi vitrifier. Il y a toujours un illuminé en Israël qui dit que ça peut aller jusqu'à Rome ou à Paris. Enfin, il y a un moment où si on veut parler franchement de ce dossier, il faut que toutes les puissances mettent... n'est pas dans le dossier du nucléaire iranien. C'est rhétoriquement acceptable comme argument. Pourquoi vous en avez et les autres pas? Mais c'est pas le dossier. C'est pas le dossier. Israël menace personne. Israël, c'est le seul pays sur la terre dont l'existence même est menacée formellement dans des forums internationaux tout à fait respectables par une puissance régionale comme l'Iran. Et Israël, excusez-moi, j'aime pas évoquer ça comme ça, c'est quand même l'expression politique souveraine du peuple juif qu'il y a 3 générations a vu sur la terre européenne une des catastrophes. Je suis d'accord. Non, mais je vais dire, donc c'est pas des quêtes de délire paranoïaque. Je dis pas que c'est un délire paranoïaque, je dis que si on veut parler du nucléaire au Moyen-Orient, il faut que toutes les puissances nucléaires du Moyen-Orient, les actuelles et celles qui veulent le devenir, posent leurs cartes sur la table. Et de dire que l'Iran ne se sent pas menacé aujourd'hui, moi je n'ai aucune sympathie pour ce régime rétrograde de Mollah, mais c'est clair qu'en tant que puissance, c'est une puissance menacée par les États-Unis, par Israël, par l'Angleterre. C'est pas des petits acteurs qui menacent l'Iran. On veut les enfermer, on veut leur couper le pétrole, eux-mêmes sont dans une paranoïa. L'Iran, historiquement, a été effectivement appelé à défendre son propre territoire tout au long de son histoire. Mais je vous rappelle qu'il y a, depuis 30 ans, depuis la révolution en Iran, c'est plutôt l'Iran qui exporte les terrorismes, les réseaux particuliers. Et maintenant, même question, Ziad, s'il vous plaît. Oui. Même question, donc à Vadim.
la Russie soutient Non, ça c'est complètement différent. Ça c'est quand même complètement différent. Une des rares fois quand c'est différent quand même, parce que ça, ces questions iraniennes, ce nous sont plutôt actuellement vraiment côté des Occidentaux, et c'est vrai que même il y avait les déclarations de notre ministre des Affaires étrangères en disant que force est de constater que l'Iran continue d'ignorer des préoccupations, machin, etc. Bon, on comprend très bien. Ce qui est incroyable, que quand même dès 23 janvier, ça il faut parler, qu'il y aura cet embargo sur le pétrole iranien en Europe, ça c'est sûr. Donc ça, évidemment, ça peut que nous faire plaisir pour les Russies, etc. C'est encore une fois qu'on a gagné avec notre pétrole. Exactement. Mais c'est quand même incroyable qu'il y a deux choses. D'abord, il y a un embargo sur le pétrole, ça c'est peut-être compréhensible. En même temps, il y a une grande différence, ce que vient de parler sur la Syrie. Quand on parle de la Syrie et de l'Iran, il n'y aura jamais, et ça tout le monde comprend, même ici ou ailleurs, etc., qu'il n'y aura jamais une opération militaire en Iran. Parce que ça, c'est impossible, parce que si le régime syrien presque fini, le régime iranien fleurit. Ça, on peut dire comme ça. Ça, c'est presque... Non, mais c'est vrai. Et c'est-à-dire que même ni les Américains, ni les Anglais, ni quoi d'autre, personne va bombarder l'Iran. Ça, c'est sûr. Donc, après, on peut rester avec ou sans le programme nucléaire, mais le régime iranien va continuer à exister. Vu de l'Espagne ou de l'Europe, mais pas à travers une action. Excusez-moi, messieurs, j'avais posé une question, je m'étais permis à Juan Pedro, pendant que vous discutiez entre vous. On est en train de voir l'émergence d'un nouveau monde multipolaire, moins capitaliste, moins capitaliste américain, moins capitaliste européen, avec des puissances d'autres que sont la Chine, que c'est la Russie, que c'est l'Inde, avec l'impuissance cynique des Européens et l'impuissance mélancolique des Américains. Bon, voilà. Très littéraire. Il est dans une forme olympique, Juan Pedro. Oui. Deux précisions très très courtes, juste pour rappeler que quand même c'est les Occidentaux qui ont aidé les Iraniens et les Français en premier qui ont aidé les Iraniens sous le régime du Shah à commencer leur programme nucléaire. Donc je pense que ce serait un autre régime, ce serait une autre question. Et ensuite la question du fait que Israël, les Américains et l'Inde, le Pakistan, etc. aient l'arme nucléaire, c'est quelque chose qui pèse dans le débat. Parce que si les Iraniens, malgré tout ce que ça leur coûte, les Iraniens ordinaires, malgré tout ce que ça leur coûte, personnellement et économiquement, continuent quand même à soutenir le programme nucléaire, c'est parce que aussi les Iraniens sont un peuple fier et ils en ont marre qu'on leur parle comme ça de haut. Nous, on a le droit d'avoir des armes et pas vous. Bien sûr, c'est l'énergie nationaliste, bien sûr. C'est cynique, mais c'est comme ça. Trois dessins, ça a beaucoup inspiré nos dessinateurs. Voici Kishka ici, journaliste, dessinateur israélien, qui nous montre, il y a un petit numéro 5 sur la blouse de cet ingénieur, qui effectivement est devenu une cible. Autre regard, celui de Dilem, encore un scientifique iranien assassiné. Les lâches, ils lui ont tiré dans le dos. Dans le dos, effectivement, c'est ce symbole nucléaire. Et puis, la fin du monde est pour 2012, selon le calendrier Maya. Vous savez, on l'avait évoqué ici. Et bien, selon le calendrier, Mollah aussi dit ce mot-là, appuyé sur une bombe. Je vous donnerai ce dessin. On poursuit avec le C'était il y a. C'était il y a tout juste 10 ans, après les attentats du 11 septembre. Les États-Unis étaient partis en guerre en Afghanistan. Ils avaient fait des prisonniers parmi les talibans. Pas question de les juger comme des criminels de guerre ordinaires ou comme des suspects ordinaires, pardon. Ils ouvraient une prison, celle de Guantanamo, dans des conditions ensuite que l'actualité a montré comme étant particulièrement critiquables. Le 11 janvier 2002, les premiers prisonniers capturés dans la guerre menée en Afghanistan en représailles des attentats du 11 septembre sont transférés à Guantanamo. Pour éviter de les soumettre au système judiciaire fédéral américain et avoir plus de latitude dans leur interrogatoire, l'administration Bush a choisi de les incarcérer sur la base navale américaine située sur l'île de Cuba. Louée au gouvernement cubain en 1903 après la guerre hispano-américaine et l'indépendance de Cuba, la base navale de Guantanamo est depuis une enclave américaine dans l'île malgré les demandes de restitution formulées par le régime castriste dans les années 60. Sous le prétexte de l'extraterritorialité de la base et du statut de combattant illégal des prisonniers, l'administration américaine va y pratiquer la détention illimitée et sans chef d'accusation des talibans et membres d'Al-Qaïda capturés en Afghanistan ou lors d'opérations menées contre les islamistes à l'étranger. D'abord incarcérés dans le camp X-Ray érigé en 1994 pour les réfugiés haïtiens, les prisonniers sont transférés en avril 2001 dans un tout nouveau complexe carcéral, le camp Delta. Privés des droits prévus par la Convention de Genève, les prisonniers y subissent des traitements dégradants et pour certains la torture.
Au plus fort de la guerre contre le terrorisme, le camp de détention regroupera plus de 700 détenus, hors de tout cadre juridique. Entre 2006 et 2008, les décisions de la Cour suprême des États-Unis remettent en cause les tribunaux d'exception et le principe de non-application de la Constitution américaine à Guantanamo. Mais 10 ans après son ouverture, et en dépit d'un décret du président Obama ordonnant sa fermeture en 2009, la prison de Guantanamo détient toujours quelques 170 prisonniers, dans le flou juridique le plus complet. Voilà, 10 ans évoqués dans la presse internationale, avec ici par exemple El Spectator, la presse colombienne, 10 ans de prison. Avec ici la Tagesspiegel, donc en Allemagne, Guantanamo à 10 ans. En Turquie, Cumhuriyet, la cruauté de Guantanamo. Dans la presse des États-Unis, presse hispanophone de Californie, tous contre Guantanamo. En Roumanie, également, manifestation pour le droit des prisonniers. Guantanamo pour toujours, peut-on lire dans la presse des États-Unis, Star and Stripe. Gulf News, la presse des Émirats, le legs honteux de l'Amérique. Voilà donc pour cette évocation. Et puis il y a eu cette semaine l'arrivée de nouvelles images prises dans des conditions qui ne sont pas définies, qui ne sont pas connues, qui ont choqué à travers le monde, qui ont choqué également aux États-Unis. On y voit des GI, des Marines, urinant sur le corps sur des cadavres abattus, probablement des talibans, et cette image a beaucoup choqué à travers le monde. Alors sur ces 10 ans de Guantanamo, d'une justice d'exception, dans le monde arabe, évidemment, un choc, Ziad? Je pense qu'il faut sortir de la problématique arabe. Moi, je pense que c'est un choc. C'est que sur le plan légal, constitutionnel, juridique, ça a été une honte pour l'Amérique qui était une puissance démocratique de sombrer là-dedans. Mais c'est tout l'héritage de Bush, Cheney, etc., qui un jour faudra décortiquer, parce qu'il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la légalisation de la torture, il y a eu un certain nombre de choses qui ont montré qu'une grande démocratie pouvait basculer dans des modes opératoires qui sont des modes opératoires de dictature, pour des raisons après qu'on peut discuter, sécurité, pas sécurité. Faut rappeler la promesse du président Obama, qui avait dit on fermera Guantanamo. Il a même signé un décret. Qui a signé un décret qui n'a pas été fermé. Alors peut-être que ça l'aidera dans sa campagne. D'ailleurs, on verra que le cynisme est à échelle variable, parce qu'il pourra toujours dire qu'il n'a pas fermé Guantanamo pour de bonnes raisons, et ça pourra peut-être l'aider. Mais moi, je pense que c'est le chapitre de la guerre en Irak qui continue. C'est tout ce moment où l'Occident montre encore aujourd'hui, avec ces images qu'on a vues, qu'il n'est pas plus civilisé, pas plus exempt que le reste de l'humanité dès qu'il s'agit d'être en dehors des lignes, au-delà des lignes rouges. Et où est-ce que vous mettez dans ce contexte le fait qu'il y ait débat public et qu'il y ait des forces démocratiques au sein de ces quelque peu de démocraties qui se permettent un débat public, parlementaire, d'opinion là-dessus? Il n'y en a pas beaucoup. On peut le compter sur, à mon avis, moins que le doigt d'une seule main. Des pays qui sont véritablement confrontés à une énergie terroriste ou guerrière, et qui sont obligés, Israël est l'un de ceux-là, et qui sont obligés de trouver des voies de compromis qui soient à la fois efficaces, qui soient entre ce que la Cour suprême ordonne, et nous en savons quelque chose en Israël, et le gouvernement veut faire, et entre la conscience, la morale, les regards dans le miroir, et ainsi de suite. Je crois qu'il faudrait recentrer un peu le débat. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de la dégradation de la cote des États européens. On pourrait aussi parler de la dégradation de la cote morale de certains pays. Par exemple, les États-Unis. Le président Obama, il est arrivé à la présidence avec une cote morale extraordinaire. Disons que Guantanamo et les assassinats des scientifiques iraniens voudraient bien peut-être une des cotes morales assez importantes dès la présidence américaine. C'est-à-dire, si c'est bien le Mossad qui a fait les assassinats, ce n'est pas un acte solitaire. Ça, on ne peut pas le faire sinon on a les OK de Washington. Et si existe Guantanamo, c'est tout bêtement parce que l'administration Obama a consenti à rester là. C'est-à-dire, est-ce que c'est honteux ou non? C'est aux questions, aux changements des notations morales, de faire une analyse plus ou moins pointée sur les cynismes des uns et des autres. Non, mais surtout, si on regarde l'efficacité du système, si on prend les statistiques, combien de gens à Guantanamo étaient réellement
passibles d'un tel emprisonnement? Combien de gens étaient réellement passibles d'un crime qui les mettait hors système, hors légalité? Certains ont été relâchés. Il y a des gens en France aujourd'hui. Il y a une sorte de messianisme moral absolu dans lequel a cru beaucoup du monde au-delà des États-Unis. Et on n'a pas. Pardon, excusez-moi. Et bien, au-delà de ça, on voit bien que le président des États-Unis, c'est un réel politique redoutable. Moi, je pense que si les démocraties ne tiennent pas leurs engagements, qui va tenir ces engagements? Oui, mais c'est à eux de tenir leurs engagements pour que le reste de l'humanité puisse suivre, au lieu de dire « Ah, vous voyez, ces types qui nous donnent des leçons, ils sont pires que nous. Ils pissent sur les cadavres. » Alors ça, il faudrait qu'il y ait une réaction forte de l'appareil américain pour dire « Dans notre démocratie, on n'accepte pas que des gens pissent sur les cadavres. » Viendra l'action forte des autorités américaines par rapport à ces dérapages énormes. Mais on oublie quand même, c'est vrai que c'est la honte du monde occidental, c'est la honte des grandes démocraties, mais on oublie toujours que c'est uniquement dans ces très peu de pays où des énergies contraires font leur parcours, font leur chemin. Et ça aussi, le monde entier voit et apprend. Ça aussi, c'est un enseignement des grandes démocraties à l'égard de la quasi-totalité des dictatures qui ne les pratiquent pas. Mais Yoav, quand on parle des grandes démocraties, on parle toujours des États-Unis dans ces cas précis, disons comme ça, parce que c'est camp de torture, entre guillemets, si on peut parler de ça, c'est que eux qui gèrent, finalement. Tu peux pas me citer une autre pays démocratique du monde ou qui gère, disons comme ça, le camp pareil, qui gouverne et qui voilà. Il y a des précédents. On prend pas de précédents. Il y a les présidents français en Algérie. Il y a la réalité israélienne. Non, mais dans ce cas-là, tu peux parler même des camps etc. On peut pas comparer ça évidemment avec des camps de nazis, mais plus ou moins, ça revient au même. Parce que quand on te diffuse presque tous les jours les images pareilles, qu'est-ce que tu penses? Tu penses à quoi? Que c'est le ghetto qui a été créé finalement, parce qu'ils ont créé, parce que Guantanamo est devenu une sorte de vrai ghetto actuel. Cette image, par exemple, la dernière que l'on vient de voir, elle a été montrée en Russie. Bien sûr. C'est une des rares fois, on parle souvent dans cette émission aujourd'hui que la Russie ne critique personne. Cette fois-ci, évidemment, on critique, et on parle de ça, évidemment. Mais ce qui est incroyable dans cette affaire, ce que je viens de dire, que finalement, c'est que des États-Unis, en fait, qu'il n'y a pas d'autres pays qui soutiennent, qui est à côté, qui gèrent. Non, il y a les Britanniques ont un débat là-dessus. Les Italiens en avaient, même sous Berlusconi. Israël, on a tous les mois. On va demander l'avis de Hamdam sur Guantanamo. Il n'y avait pas besoin de ça pour que le grand Satan soit évoqué en matière de évidemment, politique pour les Iraniens sont toujours très très contents quand les Américains dérapent. Ils sont très contents aussi parce que leurs voisins afghans, ils ont bien envie d'y aller et d'essayer de faire leurs affaires là-bas comme ils le font en Irak. Moi, ce que je note, c'est 10 ans de Guantanamo. C'est le moment où les Américains essayent de discuter directement avec les talibans en Afghanistan. C'est sûr que ça complique forcément l'affaire de ces dernières images. En plus, les talibans demandent, comme préalable aux discussions, la libération de tous les prisonniers de Guantanamo. Voilà. Oui, il y a des aspects juridiques extrêmement complexes. Dans les derniers prisonniers de Guantanamo, une des difficultés, c'est que personne n'en veut, y compris la justice américaine. Et là aussi, on s'aperçoit de l'absurdité du système. Il y a le cas des 2 libérés en France qui n'ont ni passeport, ni vie réelle. Ils ne peuvent pas retourner en Algérie. Nous parlons des 177 personnes. Oui, mais c'est 160... L'énormité de la problématique derrière ça. Yoav, ils ont été vendus, ils ont été mis hors système. Aucune démocratie moderne ne peut accepter ce genre de comportement. Voilà. Merci, ce sera... Je suis d'accord. On n'y arrivera pas. Non, peut-être après le générique, vous poursuivrez cette discussion. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Merci à vous de votre fidélité. Nous restons en contact sur les sites de l'émission, sur les réseaux sociaux. Merci d'ailleurs pour vos messages qui sont nombreux, pour vos commentaires. Voici les adresses également pour revoir cette émission. Et puis un salut à un petit kiosque qui nous vient du Liban, de Rabier tout précisément, près de Beyrouth. Il n'y a pas beaucoup de titres, mais c'est toujours le début du pluralisme. Merci en tout cas à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. On se retrouve ici même la semaine prochaine.